Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon est plutôt en forme, un meeting qui a fait un carton plein hier à Rennes, pardon, pas encore à Rome. Sondage en Tous hausse. les chemins mènent à Rome. Voilà, bien dit. Mais pas à Rennes. En tout cas, ça y est, il est dans le match pour une 4e place. Il pourrait passer devant François Fillon ? Oui, et pourquoi pas plus haut? Vous savez, quand on fait une campagne présidentielle, il faut la faire pour gagner. Et je considère que c'est possible. On est dans un moment, beaucoup de doutes qui traversent la population, une crise indiscutable de la vie politique, des institutions. Et Jean-Luc Mélenchon, par son programme, est l'homme qui apporte des réponses aux préoccupations majoritaires des Français. Alors, donc vous allez voir, c'est cette dynamique-là qu'il faut observer. Je rappelle qu'un Français sur deux n'a pas fait de choix, ou même si ça bouge un petit peu. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un paysage totalement différent que ce qu'on nous annonce qui peut être à l'arrivée. Alors étape après étape, votre objectif d'abord c'est d'arriver devant le candidat du Parti Socialiste ? Mais jamais on a fixé les choses comme ça parce que ça rime à rien. Moi je ne veux pas polémiquer avec le candidat du Parti Socialiste, avec Benoît Hamon. Et même je profite de l'occasion pour dire que je l'ai écouté hier soir sur France 2. Il était invité du journal. Je comprends pas cette formule agressive un peu après Jean-Luc Mélenchon, Anna Similan. Alors sur la Russie, tout de suite, c'est quoi, il l'a attaqué. Il a mis un signe égal, Fillon, Le Pen, Mélenchon, fasciné par Poutine. Mais en quoi sommes-nous fascinés? Je pars précisément la manière dont vous présentez les choses, c'est-à-dire que comme il est en difficulté, il recule. Non, mais je veux dire, vous pointez des difficultés qu'il a, et ceci sans doute explique cela. Ces difficultés ? Je pense, oui. On voit bien toutes les contradictions du Parti Socialiste qu'il porte. C'est-à-dire, il pensait être le candidat du Rassemblement. On n'a jamais vu son camp autant divisé. Il pensait être celui qui marchait en tête, derrière lequel les choses devaient se rassembler, et il est en situation difficile selon les sondages. Et pour lui, les sondages sont très importants. Donc tout ça est une dynamique assez négative, mais vraiment, je conseille à Benoît Hamon qui continue sa campagne plutôt que de polémiquer avec nous, surtout avec des arguments qui sont des arguments assez petits. Je veux dire, en quoi Jean-Luc Mélenchon c'est pas un petit sujet. Non, mais ça j'entends bien. Mais être fasciné, en quoi Jean-Luc Mélenchon est-il fasciné par Vladimir Poutine? On a toujours dénoncé ce régime qui est une oligarchie. On a dit que vous n'avez pas demandé rendez-vous avec lui, vous jamais. Et d'ailleurs, je pense que Madame Le Pen fait une erreur fondamentale. On rencontre pas un grand chef d'État à la veille d'une élection présidentielle et on ne se fait pas prendre en photo. Pourquoi ? Parce que c'est pas bien. Moi, je suis pour l'indépendance de la France. Poutine, rencontrer Merkel, aller rencontrer. Ce sont autant d'erreurs. Je pense d'abord, il faut parler au peuple français. Et cette espèce de tournée qui vise à dire je suis sérieux parce que je rencontre un tel ou un tel. En gros, je cherche à être adoubé par un tel ou un tel. Ça n'est pas ma conception des choses. Benoît Hamon, il va demain. Mais je termine sur Madame Le Pen. La photo avec ce député antisémite homophobe, c'est scandaleux. J'ai ironisé en disant. Vous avez entendu la défense. On ne savait pas. Voilà, moi j'ai ironisé en disant c'est une défense à la Richard Virenque. C'est à l'insu de son plein gré, on se prendre en photo avec un antisémite homophobe. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on imagine Madame Le Pen, présidente de la République, allant à l'étranger, se faisant prendre en photo avec des tyrans, en disant je savais pas qui c'était. Bon, c'est inquiétant d'une manière ou d'une autre. Donc là encore, c'est pour ça que je suis blessé quand Benoît Hamon nous assimile à tout ça. Il ne le croit pas. Je connais très bien Benoît Hamon, il connaît Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien que nous ne sommes pas fascinés par Poutine. Donc j'ai envie de dire à Benoît, calme-toi, prends une bonne petite tisane, fais ta campagne et de grâce, respecte y compris l'accord que nous avions au minimum de pas de coups sous la ceinture. Et là, il est en train, vu qu'il arrête pas de dire qu'il est attaché à la parole donnée, au moins qu'il respecte la sienne qu'il avait vis-à-vis de Jean-Luc, qui défend ses arguments et qui ne fasse pas des choses inutiles. La prescription d'Alexis Corbière ce matin, Benoît Hamon va prendre une petite tisane. Mais il y en a à la rose ou aux orties, il choisira selon ce qu'il voudra. Vous êtes aimable. Est-ce qu'il est plombé par tous ces ministres qui, comme il l'a dit d'ailleurs hier soir sur France 2 dans cette même interview, lui plantent des couteaux dans le dos? Ça le plombe? Bah oui, ça apparaît en plein jour, ce qu'est le Parti Socialiste aujourd'hui, un parti qui est en train de se désagréger complètement. Moi j'ai fait un livre qui s'appelle Le piège des primaires. Ce système était un piège. On ne peut pas rassembler des gens qui sont d'accord sur rien en vérité, qui se détestent tous, qui n'ont que des ambitions de pouvoir et qui de toute manière ne sont pas loyaux et qui de toute manière depuis 2012 ne respectaient pas leurs paroles, à commencer par celles qu'ils avaient données aux Français. Pourquoi respecteraient-ils le système des primaires? Voilà, c'était un peu naïf de croire que tout ça allait tenir debout. Mais alors, est-ce que la question qui a été un feuilleton il y a quelques semaines de la candidature unique se pose encore? Je vous pose la question à vous ce matin parce que Vincent Peillon hier, qui soutient Hamon, a dit « Je souhaite que nos dirigeants politiques, en particulier Mélenchon et Hamon, retrouvent le chemin du dialogue ». C'est reparti là? Moi je suis plus là-dedans. Toute cette tambouille, il y a 44,6 millions d'électeurs, des gens qui se cherchent, ils n'en ont rien à fiche de tout ça. Nous avons nos propositions, passage en 6ème République, droit nouveau pour les citoyens, lutter contre les inégalités, transition écologique, etc. C'est ça dont il faut parler et pas savoir si les grands chefs
chefs à plume des partis se rassemblent. La nouvelle affiche de votre candidat montre un Jean-Luc Mélenchon plus solennel, fini d'ailleurs l'arrière-plan rouge, maintenant on a un ciel gris-bleu derrière, on a l'impression que c'est fini de rire, quoi. Le temps est au candidat rassembleur. Il est plutôt souriant, mais rassemblé, oui. Non, il est plutôt souriant, non, le slogan c'est la force du peuple. La force tranquille ? Ça évoque un peu la force tranquille. Si vous voulez, si ça nous porte bonheur, c'était une campagne victorieuse. Mais en 2012, déjà, nous disions place au peuple, mais la force du peuple, c'est justement quand on lui donne la parole, il y a une force du peuple qui est invincible. Nous, avec notre 6e République, une assemblée constituante, c'est le peuple qui décidera de son avenir. Alors, le MEDEF reçoit demain tous les candidats à la présidence, mais Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. Il boycotte ? Vous m'aviez mis le doute en préparant cette émission, mais nous serons présents le 4 avril. Mais Jean-Luc Mélenchon sera représenté par notre économiste Lim Wang-nok, qui est un universitaire. Il n'y va pas personnellement. Non, vous savez, le MEDEF représente une fraction très minoritaire du patronat, un patronat particulier qui n'est pas nécessairement d'ailleurs le patronat le plus productif. Bon, on sera représentant, on parlera avec eux, c'est intéressant. Ça vous choque que le MEDEF invite Marine Le Pen ? Écoutez, la campagne a lieu. Les propos du MEDEF de manière générale me choquent. C'est pas que ça qui me choque dans l'attitude de Monsieur Gattaz. C'est plutôt quand il promet de faire 1 million d'emplois et qu'on lui consacre 40 milliards d'argent public et qu'il n'en produit aucun. C'est plus choquant. Dans le programme, dans votre programme, il y a le plafonnement des gros salaires et des gros revenus. Salaires qui ne pourront plus être supérieurs à 20 fois le salaire le plus bas d'une entreprise pour le patron. Et au-delà de 400 000 euros, eh bien, on sera taxé, ceux qui bénéficient de ce type de rémunération, à 90%. Ouais. Au nom de la morale ? Au nom du partage des richesses, de cet outil républicain qui est l'impôt, qui permet que ceux qui sont les plus fortunés, au bout d'un moment, ça peut pas être le principe accumule et continue d'accumuler. Quand il y a dans ce pays 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Le principe du pas d'écart de salaire de 1 à 20, c'est une belle idée, que ceux qui m'écoutent comprennent bien. Si certains veulent absolument s'augmenter en haut, je rappelle que Carlos Ghosn ou Monsieur Tavares, les PDG de Renault et PSA, merci, c'est 530 années de SMIC. Heureusement qu'Yves Calvi est là. Exactement. Bon, voilà, c'est trop. 530, il n'y a aucun individu, selon moi, et selon la morale, puisque vous me pointez là-dessus, qui ne vaut 530 fois un autre. Donc, au bout d'un moment, si ceux d'en haut veulent monter, tout le monde monte, y compris la secrétaire ou la personne qui passe le balai. Donc, ça peut 1 à 20, c'est bien, c'est vertueux. Les salaires du bas. Pardon ? Oui, c'est ça le principe. Il n'aura aucun intérêt à s'augmenter de cette façon-là, parce qu'à partir de 400 000 euros, on leur prend 90%. Oui, mais c'est pas mal. Je rappelle que c'est... Attendez, pas forcément 400 000 euros par an, ça veut dire plus de 33 000 euros par mois. Vous ne les gagnez pas, ni Monsieur Calvi, ni personne. Ça concerne 0,6% des salariés. Donc ces gens-là, qui sont des ultra privilégiés, peuvent accepter l'idée qu'ils vont partager un petit peu. Est-ce que les patrons ne risquent pas d'externaliser du coup les salaires les plus bas ? Ça, c'est une objection qui peut s'entendre. Alors précisément, contre ça, il faut remettre en cause les traités européens, par exemple, qui interdisent l'harmonisation fiscale et sociale, qui est le problème contre lequel nous luttons. C'est-à-dire que cette Europe-là, telle qu'elle se construit aujourd'hui, elle interdit l'harmonisation fiscale et sociale. Et par exemple, les Whirlpool partent en Pologne. J'étais à Clermont-Ferrand, j'ai rencontré les salariés de la Seita. Vous connaissez la Seita, cette entreprise qui fabriquait des cigarettes? Il y en aura plus. Ils partent en Pologne. Pas parce que le climat est meilleur ou je ne sais trop quoi, c'est parce que c'est moins cher là-bas. Est-ce que c'est tolérable? C'est ça le problème. C'est pas l'Europe. La belle idée d'Europe, moi je suis pour qu'il y ait des solidarités entre les peuples. Mais aujourd'hui, vous avez une concurrence entre les pays qui est terrible. Donc vous voyez, après sur les délocalisations ou autre chose, on aura nous aussi un système d'impôt universel. Ceux qui partent à l'étranger, on ira les chercher, leur demander combien ils payent dans le pays d'impôt et on leur fera payer la différence qu'ils devraient payer dans le pays. Le MEDEF, on en parlait, il s'est associé au mouvement de grève générale qui paralyse la Guyane. Vous approuvez ce mouvement? Totalement. Nous soutenons les Guyanais. Haut les cœurs, amis guyanais, tenez bon, vous avez raison, votre combat est légitime. En 2013, le gouvernement avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Qu'est-ce qu'il ferait le président Mélenchon s'il était... Non, mais déjà, regardons la situation. 44% de la population de la Guyane vit sous le seuil de pauvreté. C'est inacceptable. Le président Mitterrand, à l'époque, disait qu'en Guyane, on tire des fusées qui vont dans les étoiles sur fond de bidonville. Ce n'est pas tolérable. Bon, donc il y a une situation où il faut rattraper le temps perdu en matière d'éducation, d'hôpital seulement, qui seront des conditions de quasi-insalubrité de pays du tiers-monde. Il y a ça. Et deuxièmement, après, qui plus à long terme, il faudra aller vers l'autonomie énergétique, économique. Ça peut être un territoire, laboratoire et pilote dans notamment toutes nos projets écologiques. À moyen et long terme. Oui, mais on est face à la plus grande forêt du monde. Dans un premier temps, que ferait le président Mélenchon face à des investissements publics pour qu'on ait des hôpitaux publics de qualité. Donc investir évidemment. de l'argent public. Il y a une urgence sociale actuellement qui est terrible. Vous avez vu les témoignages, des taux d'échec scolaire terribles. Ne serait-ce que, combien ils revendiquent, je crois, 2 lycées et 4 collèges pour la rentrée prochaine. Mais on parle là, que ceux qui m'écoutent comprennent bien. Ils sont dans une situation de quasi pays du tiers-monde, nos amis guyanais.
Pourtant, c'est la France. Donc, on a quand même déjà une réponse à apporter immédiate. Et je répète, à long terme, après, aller vers cette autonomie énergétique, notamment en profitant du littoral. Dans la mer, il y a 75 fois des ressources énergétiques qui peuvent servir, et ainsi de suite. La secrétaire d'État Erika Barège, qui était sur RTL tout à l'heure à 6h15, disait j'irai en Guyane, mais quand le dialogue aura pris, quand la situation sera apaisée. Elle a raison d'attendre. Elle a totalement tort. Déjà, on est heureux d'apprendre qu'elle existe, on savait pas. Bon, et deuxièmement, il serait quand même bien qu'elle s'occupe de ce dont elle est chargée, c'est-à-dire qu'elle devrait y aller dardard, discuter avec les gens, apaiser, respecter la parole donnée. Il y a une forme de mépris. Mais bien entendu, mais je veux dire, c'est à l'image de ce qui a été fait souvent de la part de ce gouvernement, c'est-à-dire des promesses, rien n'est tenu, et une forme de mépris. Je comprends très bien que les gens soient en colère. Je souhaite que tout ça se passe pacifiquement, mais franchement, les Guyanais ont raison. Les Guyanais ont raison. Et nous les soutenons. Et Jean-Luc Mélenchon leur a apporté un salut hier. C'est pas facile pour le gouvernement. Dans un mois, il y a une présidentielle. Ça fait 5 ans que c'est pas facile pour eux. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, ils ont fait. Franchement, je vais pas les plaindre. Le souverainiste Jean-Pierre Chevènement voterait plutôt pour Jean-Luc Mélenchon pour reconstruire la France, mais pas du point de vue des intérêts. Plutôt pour reconstruire la gauche, pardon. Il voterait pour Mélenchon pour reconstruire la gauche, mais pas pour Mélenchon pour reconstruire la France. Est-ce que ça n'est pas un sentiment que partagent beaucoup de Français, que effectivement Jean-Luc Mélenchon est un excellent candidat, mais pour être président, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, comme toujours chez Chevènement, que j'aime bien, c'est une pensée complexe que j'ai à ce matin parfois. Si à l'arrivée il s'agit d'appeler à voter Jean-Luc Mélenchon, merci Jean-Pierre Chevènement. J'en dirai pas plus, parce que quelles que soient les raisons, on a tous une bonne raison de voter Mélenchon. Il a la sienne, et puis moi j'en ai d'autres. Quelle que soit la raison, voter Mélenchon, c'est la dernière parole d'Alexis Corbière ce matin sur RTL. Merci à beaucoup. vous. Merci. Nous nous battons pour faire mieux que la 3e place, nous dit Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Pour gagner, nous avez-vous dit il y a quelques instants, sur les délocalisations, comme les revenus de plus de 400 000 € annuels, nous rattraperons les choses grâce aux impôts. Quant à la Guyane, l'urgence sociale nécessite d'abord des efforts pour les services publics, vient de nous dire le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière.